Combien de fois par jour est-ce que vous ouvrez un PDF ? Rapport, facture, contrat, tout le monde a adopté ce format parce qu'il est public et gratuit. Enfin, en théorie. Car Adobe a pourtant réussi à s'en approprier le quasi-monopole pour en faire une véritable machine à cash. Et s'il y a bien quelqu'un en mesure d'expliquer ce tour de passe-passe, c'est Guillaume, qui a construit son propre générateur de PDF open source. En creusant dans les entrailles du format, il a découvert les rouages d'une mécanique aussi géniale que sournoise, qui remonte à l'origine même du format. Mais juste avant, on va parler une petite minute de notre partenaire parce que ça tombe vraiment bien avec le sujet du jour. Mammouth AI, qui sponsorise cette vidéo, est une plateforme qui vous donne accès aux meilleurs modèles d'IA du marché. Ça va du dernier modèle de Claude à Nano Banana pour les images et même récemment la génération de vidéos. Et le tout dans un seul abonnement à 10€. Et justement, il travaille aussi très bien avec les PDF, en lecture comme en génération. C'est-à-dire que vous pouvez lui dropper vos meilleurs PDF dans le chat et lui en parler directement. Et inversement, il peut vous générer des documents juridiques par exemple. Et ça fonctionne aussi avec les autres formats de documents. Le tout avec des serveurs en Europe et zéro conservation des données. Le lien est en description et on reprend. Est-ce que justement, pour planter un petit peu le décor, tu peux nous raconter l'origine de PDF? Parce que ça n'est pas tel quel chez Adobe de ce que j'ai compris. Non, c'est une histoire qui est assez longue, alors on peut faire remonter ça hyper loin, mais le début c'est vraiment Xerox, donc qui est une entreprise américaine qui fait des photocopieurs. C'est une boîte qui vient de l'Est des États-Unis, à la base c'est pas forcément une boîte de la tech, mais ils ont quand même beaucoup d'innovation. Il y a un brevet qui fait qu'ils vont être assez riches, ils vont avoir la main mise sur la photocopie. D'ailleurs, il y a plein de pays dans le monde où Xerox c'est synonyme de photocopie. Ok. Et donc c'est une boîte qui a vraiment vécu et grandi et qui s'est développé sur la photocopie. Et qui va être précurseur de plein de trucs. C'est un peu le berceau de la technologie avant peut-être la Silicon Valley, justement. Ils ont un truc qui s'appelle donc le Xerox PARC. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce qui est né là-bas, qui est un peu légendaire en fait? Il y a eu la souris, la programmation orientée objet, il y a Smalltalk, donc un des langages qui est la base de la programmation objet qui a été inventé là-bas. Tout ce qui va être interface graphique, les idées la programmation orientée objet a été inventée chez Xerox? Elle a été inventée dans le centre R&D. Ok. Et en fait... Même les interfaces graphiques, ça c'est fou. Ouais, en fait on va voir qu'entre les interfaces graphiques et les PDF, il y a en fait un chemin commun. Donc c'est aussi vieux que ça. C'est aussi vieux que ça, ouais. Dans les années 60, il y avait la mère de toutes les démos, qui est une vidéo incroyable. Si vous l'avez pas vue, elle est formidable, qui présente des gens qui font une visio en live. Il y a des choses qui ressemblent à des liens hypertextes, alors qu'on est dans les années 60. Si vous avez jamais vu ça, c'est absolument incroyable. Il y a eu une tonne d'inventions qui sont nées dans ce berceau-là, sans que Xerox se rende compte du fourmillement d'idées qu'il y a eu à ce moment-là, quoi. Ils vont passer à côté de tout ça. Parmi tous ces gens, il y en a deux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Exactement. Qui s'appellent John Warnock et Charles Geschke. Je sais pas si je le dis bien. Geschke. Qui, eux, justement, ont une intuition à ce moment-là. Ouais. Leur idée, c'est de se dire, on est dans les années 80 et il y a quelque chose qui se développe. On a tout doucement l'arrivée de l'informatique dans les entreprises et de l'ordinateur personnel qui va arriver. Ils se disent que dans les entreprises, il y a vraiment besoin d'avoir un système pour faire de l'impression, c'est-à-dire qu'on puisse arriver à prendre des documents et à imprimer quelque chose. Donc il y a déjà des imprimantes qui existent, mais c'est très compliqué. Il y a plein de technologies très différentes. Peut-être que vous avez déjà vu ces genres d'imprimantes qui écrivent que du texte sur des grandes lignes de feuilles de papier qui sont avec des pointillés entre et des ronds sur les côtés. Ça, c'est des imprimantes qui impriment que du texte. C'est en gros des machines à écrire automatisées, on peut dire. Il y a des impressions qui sont purement matricielles, c'est-à-dire on fait des grands tableaux avec des pixels à l'intérieur et on choisit de dire à l'imprimante, à tel endroit tu mets tel pixel, mais ça c'est très lourd. Et puis c'est dépendant de la résolution. Ça veut dire que si on veut faire la même image avec plus ou moins de granularité sur le document, je vais avoir besoin d'avoir 2, 3, 4 formats d'images différents parce qu'on n'a pas la même résolution. Alors que fondamentalement, ça reste les mêmes traits, les mêmes lignes, le même texte. L'idée qu'un fichier peut être imprimé par des imprimantes très différentes est complètement hors de portée, en fait. Alors, c'est pas hors de portée, parce que pour du texte, par exemple, il y a des imprimantes qui suivent la même chose, mais trouver un format qui peut imprimer à la fois du texte, des images, du dessin vectoriel, donc des lignes courbes ou des lignes droites, il faut trouver un langage pour leur parler et un langage pour leur expliquer, voilà ce que je veux imprimer sur la feuille de papier. Et leur idée, c'est de se dire, il faudrait qu'il y ait un format, qu'il y ait un langage qui permettent de pouvoir dire aux imprimantes, je veux imprimer tel texte à tel endroit, je veux imprimer telle ligne à tel endroit, je veux mettre telle image à tel endroit. Et c'est donc ce qu'ils vont inventer. Ils vont partir avec cette idée-là. Donc le projet s'appelle PostScript, qui est encore utilisé aujourd'hui. Et c'est un langage
de description de ce qu'on veut imprimer sur une feuille de papier. Ils partent et ils vont créer une entreprise qui s'appelle Adobe et qui va devenir le mastodonte qu'on connaît aujourd'hui. Parce que comment l'origine de l'entreprise Adobe, comment ils gagnent de l'argent en fait? À qui ils vont vendre ça? Alors l'idée c'est pour eux d'arriver à trouver un langage qui fonctionne, et une fois que le langage fonctionne, ils peuvent aller voir des fabricants d'imprimantes en leur disant on a un super langage qui va faire que automatiquement vos imprimantes, on pourra leur envoyer ces données-là et elles pourront imprimer les différentes informations qu'on leur enverra. Et donc il faut bien intégrer dans l'imprimante un logiciel qui va transformer ces commandes en, au final, des points qu'on va imprimer sur un papier. Et donc ce langage-là, et ce logiciel qui va lire ce langage, c'est PostScript, et c'est ce qui va être vendu aux fabricants d'imprimantes. Tu vas nous expliquer justement comment tout ça est lié, mais de ce que je comprends, Steve Jobs va typiquement être un des premiers à adopter dans son système qui n'était même pas encore macOS en fait. Ouais. C'est quoi le lien justement entre cette technologie et les systèmes d'exploitation? Oui. Alors on se rend pas compte parce que c'était il y a longtemps et pour l'instant, enfin pour nous maintenant tout paraît assez évident quand on utilise un ordinateur. Mais en fait c'est les deux faces d'une même pièce. Le fait d'imprimer sur une feuille de papier ou d'afficher sur un écran, finalement c'est la même chose. On a besoin de mettre à tel endroit du texte, à tel endroit telle couleur, à tel endroit tel trait. Et Steve Jobs va avoir une démonstration donc des gens d'Adobe de PostScript et va dire mais c'est incroyable, bon pour l'impression c'est bien, mais pour l'interface graphique en fait c'est génial. Il faudrait qu'on construise des systèmes d'exploitation où on n'a pas ce système purement textuel mais vraiment une interface graphique. Et pour ça on a besoin d'un langage qui permet de dire comment à l'écran on affiche. Et ce langage ça pourrait être quelque chose qui ressemble beaucoup à PostScript. Et donc ils vont discuter ensemble, voir un petit peu, essayer de monter des partenariats, puis ça va pas très bien se passer. Et Steve Jobs va repartir avec l'idée et va l'utiliser après, bon plus tard pour macOS, mais même avant, quand il a fondé Next, il y avait des idées de construire une interface graphique autour de ce langage. Et c'est fascinant, et je pense que beaucoup de gens vont le découvrir, que le PDF et le système d'exploitation en termes d'interface graphique ont le même ancêtre commun. Absolument. C'est absolument dingue. Mais PDF n'est pas PostScript. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui reste encore à construire et en fait d'où sort PDF, quel problème il répond? PostScript, c'est un langage qui est très intéressant, qui marche très bien, mais bon, c'est un langage qui est vraiment fait pour l'impression. C'est un langage qui est assez complexe, qui contient beaucoup de choses assez difficiles à mettre en œuvre. Et puis c'est un format qui est aussi assez lourd, qui est fait pour envoyer de la donnée, mais bon, qui est pas fait pour être échangé. Et quand on arrive dans les années 90, il y a un peu cette idée d'avoir l'entreprise sans papier. Donc ça c'est le grand rêve de on va tout informatiser, on va tout mettre dans des ordinateurs et il y aura plus de paperasse du tout. Bon, un rêve qui s'est pas trop réalisé, mais en tout cas, on avait vraiment il y avait quand même une idée derrière. PDF va arriver parce qu'il y a un besoin de créer un format qui fasse peu ou prou la même chose que PostScript, c'est-à-dire définir comment on affiche sur une page les différents éléments, mais qui soit organisé pour être transféré, utilisé, stocké. PostScript, c'est bien pour envoyer aux imprimantes. On l'a détourné pour en faire des fichiers PostScript, ça existe encore aujourd'hui, mais c'est pas un format qui est hyper adapté. Et le rêve, c'est de construire un format qui soit lisible sur n'importe quelle machine, quel que soit le matériel, affiché sur du papier ou sur un écran, et quelle que soit la résolution de ce sur quoi on veut l'afficher, que ça soit un bel écran avec une belle résolution ou un écran tout pourri noir et blanc, que ça soit sur du papier avec pareil de très bonne résolution ou pas. On veut un seul format pour arriver à représenter tout ça. Il y a un projet qui s'appelle le projet Camelot qui est lancé par Adobe et qui a pour but de construire ce format-là. C'est un format qui est énormément basé sur PostScript parce que ça reste sensiblement la même chose, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Il y a une partie compression, on arrive à faire des commandes qui prennent moins de place, donc ça permet d'avoir des fichiers qui sont moins lourds. 10 ans d'erreurs qu'on a accumulées et d'expériences qu'on a acquises qui ont permis d'arriver à construire un format qui est beaucoup plus ramassé, beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace pour être transféré. Et la promesse de PDF, c'est quoi exactement par rapport à d'autres formats qui peuvent exister? Parce qu'aujourd'hui, c'est fascinant de voir qu'on s'envoie toujours autant de PDF. Ouais. Peut-être on s'est jamais envoyé autant de PDF. Bien sûr. Quel est le problème, si on rentre un peu dans le détail, peut-être avec des exemples que d'autres formats ont que PDF n'a pas? Bien sûr. On peut prendre 2 exemples extrêmes. Donc c'est un peu extrême, mais ça permet de bien comprendre. A priori, on pourrait s'envoyer des images plutôt que de s'envoyer des PDF. Mais le problème des images, c'est que c'est souvent des images matricielles. Donc ce que ça veut dire, c'est que un JPEG, en gros, c'est un grand tableau où tu définis chaque petit pixel. Si on ouvre l'image en binaire, on verra pas le texte écrit.
c'est un dessin, quoi. Exactement. Et c'est des formats qui sont pas adaptés parce que pour faire de la recherche de texte, par exemple, c'est vraiment pas pratique. On peut pas trouver, ou alors il faudrait faire de la reconnaissance de caractères, bref. Et puis c'est lourd, ça prend énormément de place. Alors que si on veut écrire juste une page blanche avec un mot au milieu, on peut juste dire, je veux une page blanche avec un mot au milieu. C'est beaucoup plus simple que de dire, ce pixel il est blanc, ce pixel il est blanc, ce pixel il est blanc, ce pixel il est aussi blanc, et d'arriver à des choses qui sont énormes. Donc ça c'est l'exemple typique de pourquoi on peut pas utiliser des images pour ça. L'autre exemple c'est tout le monde a utilisé des DocX de la suite de Microsoft. Si vous avez déjà essayé de l'ouvrir sur 3 ordinateurs différents avec 3 versions de 3 logiciels différents, je te vois sourire, tout le monde a eu cette expérience-là de j'ouvre mon doc ou j'ouvre mon PowerPoint et puis... Tout est cassé, il n'y a rien qui est pareil. La police de caractère, elle est pas bonne. Tu réédites et puis après tu renvoies et c'est recassé. Exactement, voilà. Donc ça, c'est l'exemple inverse d'un document qui est modifiable, dans lequel on peut rechercher, dans lequel on a l'information, mais qui n'a pas une sortie qui est stable. Pourquoi ? PDF est fait pour stocker le rendu. La base, c'est comme PostScript, c'est on veut un rendu qui soit fidèle. Et c'est ça qu'on veut stocker quoi qu'il arrive. Doc, c'est un format pour stocker de l'information. Et le rendu, finalement, c'est une conséquence secondaire du format. C'est-à-dire que peu importe que ça ne s'affiche pas exactement de la même manière de partout, l'important, c'est qu'on puisse quand même retrouver le contenu à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas la même stratégie dans la façon de stocker l'information. On peut faire tout ce qu'on veut dans des formats typiquement comme des DocX. C'est extrêmement compliqué de retrouver une fidélité de la sortie. Donc, ce format, quand il est créé, a vraiment comme mission d'avoir le rendu le plus déterministe en fait possible, et que peu importe ta machine et ton lecteur, tu obtiennes le document et qu'il soit imprimé. En fait, c'est ça, on voit l'origine de l'impression. Si tu es entre 2 imprimantes différentes, ton texte il a bougé, c'est l'enfer. Exactement. Est-ce que c'est directement un succès ? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde voit l'intérêt tout de suite ? Non. Alors, il y a plusieurs raisons à ça aussi. Il y a une raison déjà, c'est que pour arriver à mettre en place un format, il faut que les gens l'utilisent. Pour l'utiliser, il faut les logiciels qui fonctionnent. Et au début, tous les logiciels qui sont fournis par Adobe sont des logiciels payants. En particulier, le lecteur de PDF, c'est un logiciel qui est payant. Donc évidemment, ça coûte combien ? Comme c'est payant, ça coûte $50 à la base. Ah ouais ? Juste le lecteur. Parce qu'après, il y a un PDF. toute dingue. la suite autour qui coûte beaucoup plus cher pour créer des PDF. Mais c'était à quelle époque ça ? Parce que j'ai pas le souvenir. C'est début des années 90, et donc la version 1 du PDF, c'est vraiment 93. Alors à ce moment-là, il y a une spécification qui existe, qui définit comment marche le langage. Donc une spécification, c'est l'endroit où ils décrivent les mots que tu peux utiliser dans leur langue, globalement. Exactement, c'est ça. Ils définissent le langage PDF, comment on fait pour écrire ou pour lire un PDF. Donc ce format-là, il a été rendu accessible gratuitement. C'est Adobe qui le fait, donc ça reste un format fermé. C'est eux qui vont pendant longtemps continuer à le développer tout seuls comme des grands. Mais ça reste un format accessible gratuitement. Et pourquoi ils font ça ? Parce que leur but à terme, c'est d'arriver et de dire le format de référence que tout le monde peut lire, tout le monde peut écrire partout et que tout le monde peut comprendre comment ça fonctionne, c'est le nôtre. C'est l'inverse de ce que peut faire Microsoft avec ses formats, par exemple, où il y a généralement une envie de fermer les formats pour qu'ils soient les seuls et que les gens soient obligés d'utiliser le logiciel. Là, c'est la stratégie un petit peu inverse. Ils veulent que tout le monde prenne ce format-là et ils vont rendre, dès la première version qui va sortir après de PDF en 94, la version 1.1, elle va sortir avec Acrobat Reader qui va être gratuit. Et là, les gens vont pouvoir gratuitement récupérer les lecteurs, et donc les gens qui ont de l'argent, qui peuvent construire les PDF, vont pouvoir dire à leurs clients, vous pouvez télécharger le logiciel et l'installer, c'est gratuit pour pouvoir le lire. Ah oui, donc celui qui paye, c'est celui qui construit le PDF. C'est celui qui paye, c'est celui qui construit le PDF, ouais. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans la stratégie de rendre ça ouvert à tout le monde, il y a quand même une grande stratégie de savoir combien de gens vont utiliser le logiciel, que les gens aient la démarche de se dire, j'ai un PDF, je sais que c'est sur le site d'Adobe que je vais télécharger le logiciel qui va permettre de lire le PDF. On se rend compte qu'au-delà du côté financier de la chose, il y a un côté d'image. Ils se construisent une image, ouais. Ils se construisent une image. Et après, dans les années 2000, où il n'y a pas de lecteur par défaut sur pas mal d'OS, de systèmes d'exploitation, tout le monde va télécharger. Une des premières choses qu'on fait, c'est télécharger Acrobat Reader, qui va devenir après Adobe Reader, pour lire des PDF, parce que tout le monde s'échange des PDF. Et donc, tout le monde connaît Adobe. À ce moment-là, donc c'est eux qui contrôlent complètement le format. Oui. Est-ce que par exemple d'autres entreprises peuvent créer des PDF ? Tu disais que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Oui. Est-ce que sur la partie création de PDF, il y a de la concurrence ou pas ? Alors, comme la spécification est accessible à tout le monde, d'autres logiciels vont être créés assez rapidement pour lire et pour écrire des PDF. La stratégie d'Adobe, c'est de se dire, de toute façon, c'est nous qui faisons le format. Dès qu'on sort une nouvelle version du format, on est les seuls à la connaître, puisque quand on la met sur le public, on la rend publique, on a eu tout le temps pour pouvoir travailler dessus, et ils sortent les logiciels en même temps que les formats. Donc,
à un instant donné, quand il y a une nouvelle version qui sort, il n'y a que eux qui sont maîtres du logiciel, tout en disant le format est ouvert, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ils ont une avance technologique et une maîtrise telle que de toute façon, les autres implémentations, donc les autres logiciels qui sont capables de lire ou d'écrire du PDF, sont forcément en retard et forcément moins bien. Moins bien pourquoi ? Parce que même s'il y a un doute, même si dans la spécification il y a quelque chose qui est un peu flou, s'il y a deux visions de la spécification, qui on va croire ? Est-ce qu'on va croire Adobe ou est-ce qu'on va croire les autres gens qui lisent la spécification ? Adobe peut dire c'est moi qui l'ai écrite, c'est moi qui sais. Ah oui, Oui, donc bien si sûr. ça se trouve, en fait, Adobe, comme ils construisent la création de PDF, les logiciels les plus utilisés et le lecteur que tout le monde utilise, eux-mêmes peuvent interpréter des choses et si le concurrent crée un PDF qui est mal lu, entre guillemets, c'est tant pis pour sa part. C'est un peu le jeu, ouais, c'est un peu le jeu. Un truc qui est lié à ça que moi je trouve assez complexe à comprendre en fait, c'est qu'est-ce qui est si dur ? Ok, on sait que c'est par exemple du HTML, on sait que c'est difficile de rendre du HTML, c'est pas mal le travail, etc. Mais il y en a plusieurs qui existent et qui sont très très bons. Donc Firefox, il peut t'afficher une page HTML sans problème. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec PDF ? Alors déjà, c'est une grosse spec, mine de rien. Aujourd'hui, elle fait plus d'1 millier de pages, donc ça veut dire que pour implémenter PDF, il faut quand même avoir sacrément du temps pour lire et comprendre la spécification. Ça rend la chose assez complexe techniquement. Il y a énormément de choses à savoir, à comprendre. C'est un document qui est pas accessible à tout le monde. Il faut vraiment s'y pencher. Donc ça prend énormément de temps à acquérir la compétence pour comprendre comment faire pour en faire. Après, il y a tout un système d'outillage pour pouvoir vérifier si les PDF qu'on peut créer ou qu'on va lire, ils sont corrects. Se poser des tonnes de questions sur mais est-ce que j'ai bien compris cette partie-là ou cette partie-là ? Et c'est des années, des dizaines d'années pour arriver à construire des logiciels qui sont capables de lire et d'écrire. Il paraît que la spec elle-même, elle est en PDF. Et la spec, elle est en PDF. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres spécifications et aujourd'hui, la plupart des spécifications, elles sont en ligne. Donc c'est facile, on peut s'envoyer des liens pour parler des différents chapitres et tout. Là, la spec, elle est en PDF, donc c'est moyennement pratique. C'est une spec, on peut plus donner un lien à quelqu'un et dire va voir la spec. Parce que la spec, elle a été passée de Adobe qui avait la main dessus à l'ISO qui va du coup maintenant est en charge de faire la spécification. Et là, dans le cas un peu, je trouve qui est intéressant à raconter, c'est de décrire un peu la partie un peu business et justement qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des sources de revenus qui sont liées au PDF, etc. Un truc qui est pas du tout intuitif en fait. Il y a déjà une partie, c'est que oui, quand Adobe va mettre en place, va dire on va laisser la spécification à l'ISO et il va y avoir un consortium d'entreprises qui vont s'engouffrer dans la brèche en disant moi aussi j'ai envie de participer à la création de ça. L'ISO va mettre à disposition ses spécifications mais va les rendre payantes parce que l'ISO, quand on va télécharger une norme, il faut qu'on donne de l'argent. Et donc la spécification devient ouverte dans le sens où il y a plusieurs acteurs maintenant qui vont participer à la création de la spécification. Mais pour les gens qui ont besoin d'avoir accès à la spécification, ils vont devoir payer. Bah là, d'un coup, on a un standard qui devient ouvert et payant. Quand on est une entreprise payée une centaine de francs suisses, on s'en fiche un peu. Mais pour les personnes qui travaillent sur toutes les implémentations libres, par exemple, qui font ça généralement sur leur temps libre, si on leur dit, travaille sur ton temps libre sur la spec, mais en plus, si tu as besoin de la spec, il va falloir que tu la payes toi-même. Là, ça devient un petit peu plus Et pour décrire un peu justement, c'est quoi cet univers ? Est-ce que tu peux nous parler de cet univers ? Alors, moi, j'ai travaillé avec beaucoup au W3C, à Unicode, moins dans la PDF Association, mais il y a tout le même fonctionnement un petit peu partout. Ok. Donc ça s'appelle la PDF Association. Alors, c'est la PDF Association qui est une association qui a pour but de faire la promotion de PDF et qui est un membre du groupe de travail à l'ISO qui participe à la création de PDF. Donc, c'est tout un système de strates. Mais est-ce qu'on a besoin de faire encore la promotion de PDF ? C'est un travail sans fin. Il faut s'assurer, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des nouvelles idées, que ces nouvelles idées, elles soient intégrées dans PDF. Au début, PDF, c'est pour faire des traits, du texte. Mais quand on sait aujourd'hui ce qu'on peut faire avec PDF, inclure de l'audio, de la vidéo, de la 3D... Tu peux faire ça quoi ? Dans mon esprit, PDF, c'est resté figé depuis des milliers d'années. C'est un truc qui fait des factures. Voilà, et c'est comme ça depuis super longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur PDF ? Il y a plein de choses. Alors, il y a plein de formats différents. Ça aussi, en termes d'argent, on peut se poser la question de comment ça marche derrière. Mais il y a plein de variantes différentes pour faire, par exemple, de l'impression. On a besoin d'avoir du CMJN, donc des systèmes pour définir la couleur pour les imprimantes, avec des espaces de couleurs, des trucs techniques pour le dessin. Il y a des PDF qui sont accessibles pour que les gens puissent lire le contenu des PDF quand ils sont par exemple... Un audio description, des choses comme ça. Exactement. Et de la 3D. Et la 3D, on peut mettre des modèles 3D dans du PDF. Ok, et donc on peut mettre de l'audio aussi. On peut mettre de l'audio, de la vidéo bien sûr, et même du JavaScript dans les PDF. Mais c'est une page web là le truc. Alors, ça devient très très compliqué, en effet. Et ça Comment t'imprimes ça ?
Le but, c'est d'aller au-delà de l'impression aussi, c'est ça qui est intéressant. Il y a un exemple qu'on comprend assez bien et tout le monde à peu près touché, je pense, c'est aussi le côté formulaire. Il y a plein de PDF où on peut rentrer du texte à l'intérieur et après on peut soit l'envoyer, ça va l'envoyer sur le web, ou alors on peut l'imprimer avec les choses qu'on a modifiées. Des DocuSign, du coup, des trucs comme ça. La signature, c'est aussi toute une série de choses qui sont possibles avec PDF. Donc on se rend compte finalement que c'est tentaculaire. De 2-3 textes et 2-3 dessins, on arrive à quelque chose qui devient vraiment tentaculaire. Et est-ce que, comme dans d'autres types de technologies, c'est plutôt des geeks, globalement, des libristes qui se réunissent pour débattre de trucs, ou pas du tout, là, c'est un autre monde? Pas du tout. C'est pareil dans tous les grands organes de spécification dans l'informatique, en tout cas, que j'ai vu. Mais ça reste quand même des personnes qui arrivent, qui généralement sont des personnes qui ont des postes assez importants, qui ont des carnets d'adresses longs comme le bras, qui ont une vision technique extrêmement poussée, avec un ego souvent assez important, qui vont se réunir. Et quand on a des gens qui se réunissent de plein d'énormes boîtes avec une volonté politique de faire avancer les intérêts de l'entreprise, ça se transforme des fois en des salons de discussion qui sont assez animés. Oui, voilà. On va retrouver ce côté-là où il y a une partie technique, évidemment, il faut spécifier. Mais derrière, il y a toute une partie politique où les gens arrivent et vont pousser les intérêts personnels des gens et des entreprises au sein de ces consortiums. Ça coûte cher de participer à ces discussions-là? Pour rentrer dans la PDF association, qui est une des manières de rentrer dans le working group de l'ISO. Quand on est indépendant, qu'il n'y a pas de truc de travail, que vraiment on fait ça pour son plaisir, ça va être quelques centaines de dollars à l'année. Mais si on veut être une entreprise et avoir la possibilité d'y aller à fond sur la partie politique, là, on va très vite monter à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de dollars par an. Et c'est très intéressant pour des grosses boîtes d'arriver à avoir un pied dans la spécification de PDF. Et qu'est-ce qui fait donc aujourd'hui que PDF peut encore continuer à rapporter beaucoup d'argent globalement? Aujourd'hui, qui paye? C'est quoi les genres de licences? Moi, je me souviens pas d'avoir payé pour ouvrir un PDF dans Chrome globalement. Comment ça marche tout ça? Alors, pour la lecture des PDF, généralement, maintenant, il y a plein d'implémentations qui sont libres, qui sont gratuitement accessibles. Dans tous les navigateurs, on peut ouvrir un PDF. Donc, cette partie-là, elle est quasiment réglée. Adobe a certes un lecteur qui existe toujours, mais qui est beaucoup moins important que ce qu'il était il y a 20 ans. Ce qu'il y a d'intéressant pour Adobe actuellement, c'est toute la partie création. Donc, ils ont encore Acrobat avec toute une suite de logiciels pour faire de la création très avancée. Il y a tous les outils qui sont autour de PDF pour, par exemple, prendre un PDF normal et faire de la reconnaissance de caractères, prendre un PDF normal et faire un PDF pour l'impression, un PDF qui est tagué pour l'accessibilité. Et donc, qui paye ça typiquement? C'est toutes les entreprises qui génèrent des PDF. L'exemple, nous, on travaille aussi avec des clients qui ont des besoins comme ça. Pour des écoles, par exemple, qui vont sortir des bulletins ou des diplômes, il faut que ces diplômes-là soient archivables. C'est-à-dire qu'il y a des sous-formats de PDF qui sont archivables et qui vont durer dans le temps. Il faut qu'ils soient accessible, ça veut dire qu'il faut qu'une personne qui n'a pas la possibilité de voir son écran puisse quand même accéder au contenu à l'intérieur. Et donc pour faire ça, il faut rajouter des métadonnées à l'intérieur du PDF, et pour ça, il faut un logiciel qui va rajouter ces métadonnées. Et donc, une des implémentations les plus connues, c'est toujours celle d'Adobe. Donc, il y a toute cette partie-là, et puis après, toute la vérification aussi de la validité, parce que pour que ça soit valide d'un point de vue légal, on va passer des validateurs. Il y a plein de validateurs pour s'assurer que les PDF sont corrects, mais il y en a celui qui va faire foi, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Si Adobe dit que c'est valide, c'est que c'est valide. Ça rapporte plein d'argent. Les développeurs aussi peuvent payer des licences? Alors, il y a plein de logiciels qui sont capables de générer du PDF, et aujourd'hui il y en a plein. N'importe quel navigateur, on peut faire imprimer dans un PDF et ça va sortir un PDF. N'importe quel traitement de texte va pouvoir faire ça. Mais si on veut faire de l'automatisation de génération de documents, il y a des logiciels qui sont vendus pour faire de la génération automatique, et là, ça peut aller de plein de logiciels libres qui sont gratuitement accessibles, jusqu'à des logiciels très précis qui peuvent coûter plusieurs centaines, plusieurs milliers de dollars à la licence sur une machine. Et c'est pour ça qu'on le voit pas, c'est ça qui est marrant, c'est que nous, à la fin, on s'est jamais posé de questions, mais en fait, dans toute la chaîne, tous les gens qui font du logiciel, qui gravitent autour de PDF, à un moment, risquent globalement de passer à la caisse. Et ça peut poser question, poser problème pour ceux qui ont justement pas forcément de moyens de faire ça. Et c'est un peu le début de ton histoire, toi, avec PDF, puisque on se demande peut-être comment tu en connais autant. Et on va le découvrir maintenant, c'est que tu t'es rendu compte, si mes souvenirs sont bons, que dans les pharmacies, typiquement, et j'imagine qu'ils n'avaient pas trop les moyens d'utiliser des outils Adobe
Enfin, qu'en gros, c'était pas si évident quoi, Ouais. d'exporter du PDF. Ouais, la genèse de ma rencontre avec PDF, c'est en effet, je travaillais dans l'informatique pour les pharmacies. J'étais associé avec un pharmacien et il y avait plein de PDF à sortir, que ça soit des factures, que ça soit on faisait des supports de cours, on faisait des rapports pour des notices de médicaments. Et tout ce travail-là, quand on en fait 1, 2, 3 des factures, on peut les faire à la main. Mais quand il faut en générer 100, 1000 par mois, d'un coup, ça devient très compliqué. Et donc, il faut l'automatiser. On a testé plein de solutions différentes pour faire de la génération de documents. On a essayé avec LaTeX, qui est un format un petit peu pas forcément Connu des agréable. chercheurs Très en particulier et de Exactement. personnes d'autres. Nous, le problème qu'on a eu, c'est que quand on a fait ça, c'était bien. Puis les gens avec qui je travaillais disaient, écoute, c'est sympa, mais c'est quand même assez du noir et blanc. Il n'y a pas moyen de faire un truc à peu près Ah oui, joli. il n'y a pas d'image, ouais. Et quand j'ai demandé à la graphiste qui travaille avec nous, tu peux pas faire un petit peu de latex pour faire du style dessus? Elle m'a regardé, elle m'a dit, non mais jamais je touche à ça, c'est pas possible. Ça reste quand même assez complexe. On a essayé de faire à l'époque du OpenOffice, qui est devenu LibreOffice après. On a essayé d'automatiser ça, mais c'était compliqué. Et donc c'est un problème que je mets nouveau vous avez, mais que beaucoup de gens ont. Plein en de fait. gens ont, exactement. En tant que gros malade que vous êtes, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? C'est une histoire un peu rigolote. Donc on était une toute petite entreprise, on faisait que du logiciel libre. Et il y a des solutions qui existaient à l'époque et qui permettaient de transformer du HTML et du CSS en PDF. Alors ça paraît bizarre parce que HTML, CSS dans la tête des gens c'est pour faire des pages web, et c'est vrai. Mais en CSS, dès le début, dès la version 2 de CSS, fin des années 90, il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'impression. Et même, il y a tous des systèmes pour faire gérer des styles différents selon qu'on affiche sur un écran, qu'on fasse ça sur un projecteur, sur un écran braille. Enfin bref, ils ont pensé à tout. Les navigateurs ont autre chose à faire que d'implémenter tout ça. Ils sont plus intéressés à avoir du JavaScript qui va super vite et des choses comme ça. Et puis surtout, les navigateurs, ils sont faits pour rendre ça sur un grand rectangle qui va défiler, mais ça reste un grand rectangle. Et donc, nous, on s'est dit, ce serait trop bien s'il y avait un moteur de rendu qui prend du HTML, CSS. Tout le monde sait faire du HTML, CSS. Si je vais voir ma web designer et que je lui dis, tu veux faire du HTML, CSS, elle me dit, OK, ça c'est bon, c'est dans mes cordes. On a regardé ce qui existait aussi dans le navigateur, mais les navigateurs faisaient des coupures de pages qui étaient horribles, n'étaient pas faits pour ça. Et donc, on s'est dit, on n'a qu'à faire notre propre moteur de rendu. Et si on faisait un moteur de rendu Mais oui. de zéro, Pourquoi pas? de la spec PDF? Ce serait rigolo. Je travaillais avec un stagiaire qui s'appelle Simon, qui je fais coucou d'ailleurs, qui était là et je lui ai dit, écoute Simon, c'est ce qu'on va faire, on va faire un moteur de rendu, est-ce que ça t'intéresse? Il me dit, franchement, c'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue, mais franchement ça m'intéresse, ce serait trop bien. Je lui dis, écoute, ce qu'on fait, c'est que ce week-end je rentre chez moi, je te fais une preuve de concept comme ça qui marchote, et si j'arrive à le faire, c'est que c'est possible, on y va. Je reviens le lundi et j'avais mon petit prototype qui marchait, avec 2-3 trucs de HTML et de CSS qui étaient supportés, et ça sortait un PDF. Et j'ai fait, tu vois, maintenant il n'y a plus qu'à lire toutes les specs, implémenter ça Faire tout le correctement. reste. Voilà, t'as juste à faire tout le reste. Et je trouve que justement le mieux c'est de voir en image à quoi ça ressemble concrètement, parce que comme ça a l'air un peu abstrait. Ouais. Donc ça c'est quoi? C'est un exemple. Donc ça, c'est 2 rectangles. Il y a un rectangle en pointillé, on a dessiné que le tour. Et il y a un rectangle noir où on a rempli l'intérieur avec du noir. Donc c'est en gros toute une série de commandes qu'on va pouvoir écrire pour pouvoir lui dire ça. On va lui dire, Ça ressemble à quoi alors? on va voir ça tout de suite. C'est tout petit, donc ça c'est un mini PDF. Il fait... Donc là, c'est toutes les instructions pour pouvoir tracer le rectangle. Exactement. Il y a toutes les instructions du dessin, elles sont au milieu. On va avoir des coordonnées avec RE qui va dire qu'on va dessiner un rectangle. Donc si je le lis pour les gens qui nous écoutent, ça fait genre 1, 0, obj. Ouais. Après une description, end obj. Ça ressemble, bon c'est pas comme du XML ou quelque chose comme ça, mais globalement t'as un peu des systèmes de tags et des coordonnées. Alors il y a différents objets, c'est pour ça qu'il y a marqué obj tout le temps. Tout en bas il y a une série de chiffres, ça c'est la table des objets. Donc ça permet de savoir dans le PDF où sont les différents objets. Ça c'est l'objet qui contient les informations de dessin. Donc là il y a des coordonnées XY avec une largeur et une hauteur, et on dit que c'est un rectangle. Et donc là ce qu'on a vu, la première ligne c'est un rectangle de 50 par 70 avec des coordonnées. Ah oui, tu le places dans l'espace globalement. Exactement. Après, on va définir qu'on veut des pointillés. Donc, il y a une opération pour lui dire je veux des pointillés, avec un D comme dash pour lui définir comment marchent les pointillés. Donc toi, tu lis la matrice? Maintenant, ça, je peux le lire. Sur des opérations simples comme ça reste assez facile. Tu vois mentalement ce que ça doit tracer sur la page. Alors ça, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses en PDF qui transforment les objets. Là, il y en a une, par exemple, avec CM, c'est les matrices de transformation. Et là, très vite, on peut se retrouver avec des objets qui vont se retrouver à partir un peu à gauche, à droite. Et du coup, c'est difficile de voir le rendu réel. Mais on peut facilement trouver des erreurs dans le PDF quand on a un bug. Ça, je l'arrive à les voir généralement maintenant. Waouh. Ou alors, là, si je lis ça,
je peux assez facilement savoir à quoi ça va ressembler derrière. Ce que toi t'as fait, c'est que vous partiez d'un CSS et vous le traduisiez dans ce langage-là. Ce qu'on a fait, c'est exactement ça. Donc c'est un projet qui s'appelle WheezyPrint, qui est un projet du coup libre. WheezyPrint, c'est ça? WheezyPrint, ouais. Et c'est une bibliothèque qui permet de transformer donc du HTML et du CSS en PDF. Ça fait la même chose qu'un navigateur, sauf que la sortie, c'est pas dans le navigateur, c'est dans un PDF. Vous avez pris combien de temps à développer ça? Ouf. Je sais pas, ça fait 15 ans que ça existe bientôt, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Et puis après, il y a eu des tonnes et des tonnes de specs, et puis ça va, plus ça va et plus il y en a. Et donc, nous, on implémente à chaque fois, comme fait Google avec Chrome, comme fait Mozilla avec Firefox, on implémente les nouveautés derrière. Sauf que nous, on a aussi toute une partie que les navigateurs font pas, toutes les fonctionnalités qui vont être dans le PDF, toutes les métadonnées, gérer les couleurs, gérer les notes de bas de page, gérer les numéros de page, les positionner dans les marges de page, les pages de gauche, les pages de droite. Et justement, je pense que c'est bien de nous donner des exemples un peu extrêmes. Donc, tu nous as donné notamment une démo où c'est le réseau lyonnais de métro, je crois. De bus et métro. Bus et métro. En PDF, où on voit un peu justement toutes les différentes couches. Ça, c'est lourd, ouais. C'est une dizaine de mégas et surtout, c'est fait d'une telle manière à ce que tout est vectoriel. Donc, tout est vraiment des traits à chaque fois. Et on voit, par exemple, il y a un moment où il y a un pattern, là, on le voit, qui arrive. Toutes les petits traits sont dessinés les uns après les autres à la suite et on voit. Oui, donc là, c'est le moteur de rendu globalement au ralenti. Ouais, c'est même pas au ralenti, ça. C'est dans mon navigateur. Ah bon c'est même pas la vitesse. C'est la vitesse normale, ouais. Tellement complexe. Ouais, c'est un gros PDF et surtout, tout à l'intérieur est. C'est pas juste une image, c'est vraiment tout est vectoriel, donc il y a des millions et des millions d'objets à l'intérieur. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut zoomer à l'infini et ça reste vectoriel, donc on peut voir toutes les lignes où elles passent et tout. Et oui, c'est ça, c'est pas une image. C'est pas une image. Et c'est ça qui est super intéressant dans le PDF. Quand on a du PDF avec du vectoriel à l'intérieur, on peut zoomer à l'infini dedans et voir. Donc ça, c'est un exemple qui marche bien. Il y en a beaucoup des PDF qui sont très lourds. Celui-là est bien parce que c'est 10 mégas dans une seule page. Donc on voit la seule page se dessiner au fur et à mesure. Il prend tous les objets et il les affiche tous dans l'ordre. Et c'est la même chose que ce qu'on ferait si on lisait les instructions, nous, à la main, comme on l'a fait tout à l'heure. Et en fait, pour le décrire quand même, c'est que WheezyPrint, c'est devenu une brique hyper standard, en fait. Pour nous donner quelques exemples, un petit peu, c'est qui utilise ça aujourd'hui? Alors, c'est très frustrant parce qu'on peut pas savoir qui l'utilise. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des chiffres de téléchargement, ça on le sait, qui sont partiels mais qui sont ce qu'ils sont. Le mois dernier, c'était 11 millions de téléchargements, donc ça commence à faire pas mal. Sur le mois? Sur le mois. Donc c'est plutôt bien. C'est fait en Python, donc ça ne passe dans la bibliothèque de Python dans le top 1%, donc ça reste quand même assez important. Waouh. Il y a plein de projets libres qui existent, qui sont faits par plein d'entreprises. Ça, on sait qu'ils l'utilisent. On a regardé, il y a des applications pour pouvoir retrouver les dépendances, donc c'est assez facile aujourd'hui, qui utilisent WheezyPrint ou les dépendances de WheezyPrint qu'on développe. Toutes les grosses entreprises auxquelles on peut penser. Les 5 lettres de GAFAM, mettez dedans. Il y a SAP, il y a Mercedes, il y a... Vous êtes tout open source. Et ça, c'est tout open source. Avant de vous quitter, j'ai un petit message pour tous ceux qui aimeraient simplifier la production de vidéos dans leur entreprise. Vous allez forcément être intéressés par nos studios autonomes. Ce sont des studios professionnels complètement automatisés qui peuvent être installés dans votre entreprise. C'est exactement ce qui fait marcher le studio d'Underscore. Même quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique ou en audiovisuel peut, sans devoir appeler un technicien, se rendre dans la salle qui a été équipée, allumer le studio en un clic et repartir avec son émission montée. L'interface de contrôle est ultra simple, les changements de plan se font en temps réel et le studio regorge de fonctionnalités intelligentes. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo complète qui présente toutes les fonctionnalités. Je vous mets ça en description et je vous dis à très bientôt.